Hello everyone and welcome to this training on leveraging Bienvenue à vous technological tous. Je vous souhaite à tous une grande bienvenue à cette formation qui porte sur l'innovation technologique et aussi les décisions basées sur la preuve. Et je suis votre modérateur pour aujourd'hui. Et cette séance se déroulera principalement en anglais, mais l'interprétation simultanée est assurée par l'arabe, le chinois, le français, le portugais, le russe, l'espagnol et la langue des signes internationale. Si vous souhaitez changer de langue, n'hésitez pas à regarder le bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur le globe pour changer de langue, pour avoir votre langue préférée. Alors, c'est une formation co-organisée par l'UNRDCC, mais aussi par l'UNOSCC, mais aussi PAO. euh, mais aussi la Banque de technologie pour les pays les moins développés. Je suis particulièrement honorée de pouvoir assister à cette coopération. Et en effet, cette coopération a été particulièrement fructueuse au cours des dernières années. Et en effet, pas moins de 11 000 sessions ont été organisées au cours des dernières années. Et de plus, nous avons aussi organisé pas moins de, nous avons aussi proposé des sessions à pas moins de 11 000 participants pour 6 500 apprenants. Et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce cours. Alors, nous avons au total 4 sessions en ligne. Ce sont tous des webinaires et aujourd'hui, cela constitue la première session. Ensuite, le 6, le 13 et le 20 mai, on aura les 3 prochaines sessions. Et toutes les sessions commenceront à la même heure. Par contre, les 3 sessions prochaines vont terminer un peu plus tôt. Cela va durer 90 minutes. Par contre, aujourd'hui, cela va durer 120 minutes. Et cette session est conçue pour renforcer les capacités des praticiens et des acteurs urbains, y compris des homologues nationaux, à mieux comprendre et appliquer des outils et des approches pratiques pour construire des villes plus résilientes, plus sûres et aussi mieux informées. La formation va au-delà de la théorie. Elle associe aussi des cadres conceptuels clés à des exercices pratiques sur des outils, des innovations technologiques et des exemples pratiques provenant à la fois du Sud et du Nord. Ces éléments sont pour but de soutenir les actions plus informées. Comme ce que je veux dire, on aura au total 4 sessions. La première session, application des diagnostics de résilience pour la gestion des risques liés à la chaleur extrême, dirigée par l'UNRDR. La deuxième session, c'est intelligence géospatiale pour la prise de décision en cas d'urgence sanitaire. Et la troisième session, comment utiliser la science, la technologie et l'innovation. Et la quatrième session, exploiter de la coopération sud et triangulaire pour atténuer les impacts de conditions météorologiques extrêmes grâce à une réduction proactive des risques de catastrophes. De plus, les certificats sont fournis à tous les participants à la formation. Un certificat d'achèvement est livré aux participants qui ont assisté en direct aux 4 sessions en ligne et qui ont répondu à l'enquête post-cours. Un certificat de participation est délivré aux participants qui assistent à au moins une session en ligne en direct et qui ne remplissent pas les conditions d'achèvement. Je vous invite également à noter que la capacité de session des formations en direct est limitée à 3 000 participants sur la base du premier arrivé, premier servi. Et l'année dernière, l'année dernière, nous avons aussi organisé des sessions similaires et aussi insisté sur le fait que la participation à la session est capturée automatiquement lorsque les participants accèdent à la session en utilisant le lien envoyé par Zoom à leur adresse email enregistrée. N'hésitez pas d'autres liens. Alors, le lien vers l'enquête post-cours sera annoncé plus tard à la fin de la formation. Les participants recevront des mises à jour hebdomadaires par le biais d'une diffusion Zoom contenant des informations importantes. Veuillez consulter régulièrement vos courriels. Alors, tous les supports de formation et des enregistrements des cours seront disponibles sur la page web de la formation. Vous pouvez consulter le lien affiché à l'écran maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est la première session d'une formation de 4 semaines qui couvrira l'ouverture officielle, l'introduction à la réduction des risques de catastrophes urbaines et approfondira la gestion des risques liés aux chaleurs extrêmes. Quelques outils pratiques, cadres et ensembles de ressources seront présentés. Il y aura également des exemples de cas
provenant de gouvernements locaux avec un mini questionnaire à la fin de la session. Je vous souhaite informer que vous pouvez prendre la parole en allumant votre micro. Par contre, la boîte de chat est aussi ouverte pour permettre l'interaction des participants. Veuillez vous respecter mutuellement. N'hésitez pas à poser des questions dans la box dédiée à la foire aux questions. Je pense que vous pouvez voir cette boîte en bas de votre écran. Alors, sans plus attendre, euh, je suis prêt à passer à notre prochaine partie. Donc, je vais maintenant donner la parole à Dima Lakoti, qui est directeur de UNOSSC, mais aussi à l'occasion. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour nos collègues et aussi nos amis venant du monde entier. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je suis particulièrement honorée de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'avoir d'autres collègues des agences onusiennes pour cette formation qui est partie de l'innovation technologique et de la prise de décision fondée sur les données probantes et de coopération sud-sud pour faire face aux risques urbains systémiques et renforcer la résilience face aux catastrophes. Ce programme de formation phare a été une vitrine exemplaire de la coopération sud-sud par le niveau d'engagement, l'apprentissage entre pairs et surtout l'impact de cette initiative de renforcement des capacités si nécessaire. Depuis 2020, comme ce qu'a dit mon collègue, ce programme de formation conjoint a rassemblé plus de 18 000 participants, devenant ainsi l'un des plateformes mondiales les plus dynamiques pour l'apprentissage réel et pratique et l'action concrète. Je voudrais prendre un moment pour remercier nos partenaires de longue date, à savoir l'UNDRR, l'OPS et aussi la Banque de technologie des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Je remercie également les gouvernements de la Chine, de la Turquie pour leur généreux soutien par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour la coopération sud-sud qui permet cet échange de connaissances et d'innovations à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, 3,6 milliards de personnes vivent dans des environnements très vulnérables au climat. Et chaque année, les catastrophes touchent plus de 200 millions de personnes, principalement dans les pays en développement. L'urbanisation s'accélère également. Plus de 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. D'ici à 2050, cette proportion atteindra près de 70% selon les perspectives d'urbanisation mondiale du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Il ne s'agit pas seulement d'une question de risque, il s'agit de développement. Ces pressions s'exercent sur l'ensemble des ODD, en particulier l'ODD 11 sur les villes et l'ODD 13 sur l'action climatique. Ils sont au cœur des priorités nationales de développement. Si nous ne gérons pas les risques, nous inverserons les progrès que nous avons déjà accomplis. Si nous renforçons la résilience, alors nous accélérons l'agenda 2030. Dans ce contexte, la réduction des risques de catastrophe n'est plus seulement un programme technique enterré dans des rapports. Il s'agit d'une responsabilité partagée. C'est la solidarité mondiale en marche. Alors que les chocs liés au climat s'intensifient et se multiplient, les pays du Sud n'attendent pas de permission. Au contraire, ils prennent les devants en développant et en déployant des solutions innovantes, pratiques et évolutives dans toutes les régions. Qu'il s'agisse des systèmes d'alerte précoce alimentés par l'IA, de modélisation des risques à partir de données, d'infrastructures fondées sur la nature, de stratégies de résilience ancrées localement, les pays du Sud montrent ce qu'il est possible de faire. Grâce à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, ces solutions sont partagées, adaptées aux réalités locales et transposées à plus grande échelle, ce qui permet de s'assurer qu'elles restent adaptées au contexte rentable et efficace. En tant que point focal mondial et à l'échelle du système des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, l'UNOSSC permet de relier les points, de promouvoir les échanges de connaissances, à savoir les solutions éprouvées et les meilleures pratiques. L'importance de cette formation réside dans son aspect pratique. Au cours des 4 semaines à venir, vous découvrirez les deux outils testés, des études, des cas réels et les expériences vécues par d'autres praticiens.
N'hésitez pas à vous engager et à contribuer à l'adaptation des innovations à vos réalités locales et à partager vos propres solutions avec la communauté mondiale. Pour conclure, continuons à apprendre les uns des autres, à nous soutenir mutuellement et à construire un avenir où notre résilience est aussi interconnectée que les défis auxquels nous sommes confrontés. Je vous souhaite de vivre une expérience d'apprentissage productive, inspirante et marquante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dina Morkativ, pour vos paroles particulièrement inspirantes. Je suis également très honorée de vous avoir parmi notre carte session. Maintenant, je vais donner la parole à Piedar Rikela, qui est responsable de PAO, qui représente l'Office de la coordination entre pays et entre sub-régions. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonjour, bonsoir à vous tous, chers invités distingués, chers participants venant du monde entier. Je suis particulièrement honorée de vous souhaiter la grande bienvenue à ce programme pour utiliser pleinement partie des technologies, des innovations et aussi des recherches basées sur la réalité et les pratiques sur le terrain pour adresser le changement climatique et renforcer la résilience des pays. Alors, notre organisation, la PAO, est partie intégrante de ce programme de formation ensemble avec l'aide de l'UNDRC aussi avec l'UNPT et aussi pour les pays des bonnes avancées. Je suis sûre que cette collaboration permettra de promouvoir la coopération triangulaire entre les pays sud-sud, mais aussi renforcer les progrès que nous avons déjà accomplis en matière de résilience face au changement climatique. Alors, je vous invite maintenant à prendre un moment pour porter un regard sur l'Amérique, mais aussi sur le monde entier. Alors, en effet, on voit que de plus en plus de catastrophes naturelles ont lieu et et nous sommes également en interagir avec les différents pans entiers de la société pour faire face à des différentes dynamiques génèrent donc un impact très important sur notre gouvernance, notre système de santé et aussi les pays, les populations vulnérables se trouvent au premier front. Alors, c'est pour cela que nous souhaitons insister sur système de santé beaucoup plus résilient et cela nous permet d'être plus réactifs, plus agiles. Ainsi, dans ce contexte, les recherches basées sur la réalité, assistées aussi par les données, appuyées par les chiffres, impliquant les technologies et aussi les innovations ne sont plus une option. C'est un must, c'est incontournable. Et c'est de cette manière que nous pouvons protéger la population et aussi d'assurer notre continuité dans nos progrès vers les objectifs ODD. Alors, c'est pour cela que les technologies, euh, toutes seules n'arrivent pas à réduire les risques, mais il faut une bonne intégration, une bonne coordination en impliquant les technologies. Sinon, ne sera jamais chose possible. C'est pour cela que la coopération triangulaire et aussi entre les pays du Sud est vitale. Ainsi, les solutions pratiques sur le terrain, les bonnes méthodologies adaptées à la réalité locale et aussi les innovations incrémentales seront indispensables. Ainsi, cela permet de faciliter et aussi de rendre de nombreuses choses impossibles possibles. Il faut donc renforcer la solidarité interrégionale. Et ce programme, justement, permet de proposer un programme concret pour traduire ces concepts en réalité sur le terrain, et surtout en liant les différentes travaux de préparation pour les traduire également en réalité. Et pour conclure, cette information est non seulement une opportunité pour apprendre, mais aussi un espace, une plateforme pour nous relier avec praticiens du monde entier, avec également les décideurs politiques. Nous encourageons tous les participants à s'engager activement pour faire avancer notre agenda, pour partager vos expériences dans tous vos contextes locaux. Euh, c'est de cette manière que nous pouvons accomplir plus d'objectifs et d'avoir une approche locale appropriée. Nous avons hâte de votre contribution et de votre participation. Ainsi, cela nous permet de
continuer dans notre coopération. Et ainsi, notre avenir sera beaucoup plus résilient. Je vous souhaite tous une formation particulièrement fructueuse. Je vous remercie encore une fois de votre présence dans cette formation. Merci. Thank you so much, Piedad Huerta, Merci beaucoup, for Piedad, pour those inspiring votre words. Thank you also for highlighting the parole importance particulièrement of encourageante. capacity Vous development, avez training, and sharing souligné cross-borders, l'importance de sharing of cette formation et experiences, aussi le which partage you're doing d'expériences during entre these nous. C'est sessions. justement ce que nous I would faisons like lors de cette to session. call on Maintenant, Deodat je vais donner Maharat, la Managing parole Director à of the UN Technology Group Deodat for his Majarat, bilateral qui needs, représente for their l'UNDP. opening C'est la remarks. Banque des technologies des États-Unis pour les pays les moins avancés. Vous avez maintenant la parole, s'il vous plaît. Distinguished colleagues and participants, Chers collègues et it is my participants honor to have distingués, this j'ai conversation l'honneur de with you today m'entretenir avec vous on behalf aujourd'hui of the au nom UN de la Banque des Technology Grant technologies des to the Nations least Unies pour developed les countries. pays les moins The avancés. United Nations L'institution des Nations Unies instituted chargée de tirer for parti de la leveraging science, science, de la technology, and technologie et de innovation l'innovation to pour help aider the les least pays les developed moins countries avancés à fast track their accélérer leur development. I'm really so développement. happy Je that suis we are vraiment très working with our heureux que nous travaillons partners avec nos to partenaires spearhead this pour initiative, mener cette namely the initiative, à savoir les UNDRI, collègues de the Association l'UNDRR, le for Bureau des Nations Collaboration, Unies pour la and of collaboration course the sociale Pan-American et bien Health sûr Organization. l'Organisation At the panaméricaine de la outset, santé. I would like to D'emblée, je express tiens my à sincere exprimer ma appreciation sincère to the reconnaissance Republic of à la Turkey République de for its Turquie pour le generous soutien support généreux in qu'elle making a this program apporté à la possible réalisation and de for ce its programme et continued pour son commitment engagement to constant developing en countries. faveur des pays I en warmly développement. welcome Je and souhaite thank chaleureusement all la bienvenue et participants remercie tous les joining us from participants across the venus world. du monde Your entier. presence Votre here présence reflects a ici strong témoigne d'un commitment engagement to fort strengthening en faveur resilience, du renforcement de sharing la knowledge, résilience, and du working partage des collectively connaissances et de la towards recherche practical collective des solutions. solutions pratiques. Let me begin by Permettez-moi expressing tout our d'abord d'exprimer appreciation notre for the reconnaissance strong pour le partenariat partnerships solide which qui reflect the reflète spirit of l'esprit de collaboration multilateral multilatérale collaboration et de and self coopération libre, cooperation qui that est is essentiel essential pour faire in face au addressing today's paysage de increasingly développement de plus en complex plus complexe and et challenging difficile development d'aujourd'hui. landscape. We are meeting Nous nous at a réunissons time à un when the moment où les challenges défis facing the auxquels le world, monde est from climate confronté, change to du health changement emergencies, climatique aux are urgences becoming more sanitaires, frequent, deviennent more plus intense, fréquents, plus and more intenses et interconnected. aussi plus interconnectés. Nowhere is this Cela more n'est nulle evident part than in plus urban évident que dans areas, les zones where urbaines où risks are les risques sont concentrated concentrés and et where où les impacts impacts on sur les people, personnes, les infrastructure, and infrastructures, economies are les most économies sont les visible. plus visibles. For Pour least les pays developed les moins countries in avancés en particular, particulier, these ces challenges défis are sont compounded aggravés by par des structural contraintes constraints, structurelles, including notamment limited un access to accès limité à technology, la gaps technologie, in des data lacunes dans les systems, systèmes de and données et des insufficient capacités institutional institutionnelles capacity. insuffisantes. This is C'est precisely précisément where là the que le mandate of the mandat de UN la Banque Technology de Grant technologie des becomes Nations critical. Unies devient As a UN essentiel. entity En tant qu'entité des dedicated to Nations Unies strengthening chargée de science, technology, renforcer and les innovation capacités en as matière de among the least science, developed de countries, our technologie et role is to d'innovation dans les ensure pays les and moins avancés, support notre countries rôle est de so they are garantir et de aware of soutenir les pays technological afin qu'ils solutions and soient are able conscients to des access, solutions adapt, and technologiques apply et them qu'ils soient en mesure effectively d'y in their accéder et de les context. adapter et de les What appliquer matters is the efficacement dans ability to leur propre translate contexte. technology Ce qui into compte dans la impact, capacité de into better traduire la decisions, technologie en impact, stronger en institutions, meilleures and of décisions, course, en more institutions plus fortes resilient et bien sûr en communities. communautés beaucoup plus This training résilientes. program Ce programme de reflects that. formation reflète notre It brings approche. together Il three réunit trois central éléments elements. essentiels. First, Tout d'abord, practical des technological solutions technologiques solutions. pratiques. Secondly, Deuxièmement, le capacity building. renforcement des And capacités. thirdly, Et troisièmement, la south-south or coopération triangular cooperation enabling subrégionale et aussi countries to learn from triangulaire each other, entre les share pays du Sud, experiences, permettant aux and pays adapt d'apprendre les uns innovative des autres, solutions de to partager leurs local expériences realities. et This d'adapter des solutions combination is éprouvées aux particularly réalités powerful, locales. Cette often the combinaison est most particulièrement relevant puissante, solution for car souvent la developing countries solution la have plus had from pertinente pour les pays theory, en développement ne but vient from pas de other la théorie, countries that mais have d'autres faced pays qui ont similar été challenges, confrontés à des défis and from similaires et qui ont practical trouvé des moyens wisdom of the pratiques de les countries. surmonter. In closing, Pour let me conclure, reiterate, permettez-moi de the vous dire risks we ceci. face today Les are risques shared, auxquels nous sommes but confrontés so are the aujourd'hui sont solutions. communs, I'm mais les solutions confident le that sont through your aussi. Je suis engagement and convaincue donc que collaboration, grâce à votre this engagement program et à votre will contribute collaboration, to ce making it a programme reality. contribuera à en Thank you so faire une very much. réalité. Je vous remercie de tout cœur de votre attention. Merci. Thank you very much, Deodat Merci Maharaj, beaucoup, for those Deodat inspiring words. Maharaja, pour And I vos think a paroles lot of inspirantes. emphasis Et nous on avons bien practical noté votre solutions accent and sur les solutions partnerships, and it pratiques et was an aussi le enjoyable partenariat. doing this. C'est de cette manière que nous pouvons We have relever reached the les final défis speaker ensemble. in this Nous opening avons session. donc un That's Kamal quatrième Kishore, orateur Special pour cette Representative of the ouverture. UN C'est Secretary General Monsieur for Kamal Executive Kishore, Protection c'est le and the head représentant of de UNDRR. SRSG de So let's hear from l'UNDRR. Kamal Nous Kishore
Vous avez maintenant la parole, s'il vous plaît.
Chers collègues et participants distingués, au nom des bureaux des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la grande bienvenue au programme de formation du certificat conjoint de cette année. Je voudrais tout d'abord exprimer ma sincère gratitude à nos co-organisateurs, le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, l'Organisation panaméricaine de la santé et la Banque de technologie des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Votre partenaire continu dans l'organisation de ce programme de formation depuis son lancement en 2020 a été essentiel pour faire progresser les connaissances, l'innovation et la coopération en matière de résilience aux catastrophes, touchant plus de 17 000 participants dans le monde entier. Le programme est devenu un modèle de coopération sud-sud et triangulaire en matière de réduction des risques de catastrophes et de préparation à la santé publique. L'UNDRR est ravi de poursuivre cet important voyage avec vous dans le cadre du programme 2026 qui met l'accent sur la gestion des risques urbains systémiques grâce à l'innovation technologique et à la prise de décision fondée sur des données probantes. Les villes se trouvent aujourd'hui au cœur d'un environnement de risques de plus en plus complexe et croissant. Dans le même temps, l'examen à mi-parcours du cadre de Sendai a appelé à une plus grande adoption de l'innovation et des technologies émergentes pour renforcer la gestion des risques de catastrophes. Pourtant, leur intégration dans le processus décisionnel reste limitée, car de nombreuses villes continuent de se heurter à des obstacles importants, notamment des lacunes dans les informations sur les risques, une capacité d'analyse limitée et des difficultés à traduire les données en politiques exploitables. Le renforcement des capacités institutionnelles, l'amélioration de l'accès aux technologies et aux systèmes de données et l'approfondissement de la coopération entre les pays sont les étapes essentielles pour relever efficacement ces défis. Cette formation répond à ces besoins de trois manières principales. D'abord, il fournit des outils et des approches pratiques pour aider les villes et les parties prenantes à mieux comprendre le risque et à prendre des décisions éclairées et fondées sur les données probantes. Deuxièmement, il met en évidence la manière dont les technologies émergentes et l'innovation peuvent améliorer toutes les étapes de la gestion des risques liés au climat et aux catastrophes dans tous les secteurs. Troisièmement, il renforce l'importance de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire en tant que mécanisme puissant de partage de bonnes pratiques, de renforcement des capacités institutionnelles et de transposition à plus grande échelle des solutions qui ont fait leurs preuves. Alors que vous entamez la formation avec notre séance d'ouverture sur la résistance aux chaleurs extrêmes, je vous encourage à aborder ces contenus de ce programme avec curiosité mais aussi concentration. Et surtout, je vous encourage à appliquer les approches et les outils que vous rencontrerez et à partager avec nous les leçons que vous en tirez. Je tiens à remercier une fois de plus tous nos partenaires pour leur soutien à ce programme et je remercie tous les participants pour leur engagement à améliorer leurs propres capacités et la résilience de leur ville. Je vous souhaite une formation très réussie et je vous remercie de votre attention. Merci encore. Merci beaucoup, Kamal Kishore, pour votre discours d'ouverture. Nous avons donc fini cette partie d'ouverture. Passons maintenant à notre première partie. Je vais donc donner la parole à Sanjaya Bhatia de l'UNDRR, Introduction aux catastrophes urbaines et aux résiliences climatiques. Donc, Sanjaya, si vous êtes avec nous, vous avez maintenant la parole. Je vous souhaite donc la bienvenue à la session sur l'introduction à la UNDRR dans le contexte urbain et à la résilience climatique. Permettez-moi de partager avec vous mes diapositives. Je pense que vous pouvez les voir maintenant. Et les sujets que nous allons couvrir aujourd'hui sont bien sûr la réduction des risques de catastrophes liés à la résilience urbaine. Nous examinerons également certains aspects du risque de chaleur extrême et la manière dont il peut être géré ou les mesures prises par différentes entités urbaines. Enfin, nous nous pencherons sur le programme
rendre les villes résilientes 2030 et sur l'ensemble des ressources relatives aux chaleurs extrêmes. Le premier point que nous voulons souligner est que les catastrophes ne sont pas naturelles. Les risques sont donc naturels, mais les catastrophes ne le sont pas. Si vous regardez les deux images du haut, vous voyez sur le côté gauche une catastrophe, un glissement de terrain, une inondation associée, mais c'est une zone stérile. La catastrophe n'est donc pas signalée. Elle n'a pas d'impact sur le développement économique. Elle n'a pas d'impact sur les vies et les moyens de subsistance et elle n'a aucune conséquence. De même, sur l'image en haut à droite, vous voyez une zone aride où il pourrait y avoir un tremblement de terre ou un glissement de terre, peu importe, c'est une zone stérile. Mais sur les photos du bas, vous voyez sur le côté gauche un tremblement de terre. Les conséquences du tremblement de terre, vous voyez qu'un certain nombre de bâtiments se sont effondrés, mais aussi à l'extrême gauche, vous voyez quelques bâtiments qui n'ont pas été touchés. Encore une fois, cela montre comment notre comportement peut influencer l'impact d'un danger. Dans ce cas-là, le risque est le tremblement de terre, mais il y a un certain nombre de bâtiments intacts parce qu'ils ont respecté le code de la construction. Les bâtiments qui se sont effondrés ont manifestement pris des raccourcis, ou bien il s'agissait de constructions plus anciennes qui ne répondaient pas aux exigences du code de la construction. Alors, sur le côté droit, vous pouvez voir un désastre qui risque de se produire. Il peut s'agir de fortes pluies ou encore d'un glissement de terrain, par exemple, ou encore tout simplement les deux, ou encore d'un incendie qui peut se propager très rapidement dans cette zone. Il s'agit donc d'un mauvais urbanisme. Cela peut être dû à un certain nombre de raisons, notamment la pauvreté, la marginalisation ou encore d'autres. Mais ce qui se passe, c'est que la population est fortement exposée au risque. Et il existe des mesures qui pourraient être prises pour remédier immédiatement à certaines d'entre elles sans avoir à recourir à une relocalisation très coûteuse. Par exemple, la construction de canaux de drainage, l'apport d'équipements de lutte contre les incendies ou le prépositionnement ou bien d'autres. Il existe donc des options. Mais c'est pourquoi nous disons que les catastrophes ne sont pas naturelles, car elles dépendent des décisions que nous prenons et de la manière dont nous nous comportons. Et pour donner une image simple, nous avons des risques tout autour de nous, tout le temps. Ici, nous voyons un risque de glissement de terrain. Le risque existe donc, tout comme nous sommes assis dans une pièce, il y a un risque d'incendie. Maintenant, il y a des gens dans cette zone qui sont exposés au risque d'incendie parce que nous sommes dans la pièce. Mais ces gens-là sont exposés au risque de glissement de terrain parce qu'ils vivent juste en dessous de la montagne et elles sont bien sûr vulnérables. Vous pouvez voir leur logement. Leur logement est assez fragile. Et en cas de glissement de terrain, elle sera certainement endommagée. Mais cela ne veut pas dire que la catastrophe a eu lieu. La catastrophe se produit lorsque l'exposition au danger et la vulnérabilité. Ces trois éléments interagissent. Cela signifie que nous modifions l'un d'entre eux ou tous les trois. Nous pouvons réduire le risque de catastrophe. Les mesures que nous prenons sont connues sous le nom d'atténuation. Dans ce cas-là, par exemple, ils ont pris des mesures d'atténuation en construisant un mur de soutènement pour empêcher l'impact du glissement de terrain sur les habitations. Une autre mesure pourrait être la relocalisation. Il existe donc de nombreux moyens de réduire les risques. Nous pouvons soit réduire l'exposition, par exemple, nous pouvons réduire la vulnérabilité, nous pouvons réduire le danger lui-même. On peut s'éloigner d'ici et le risque de danger est aussi réduit. Donc, tout dépend des choix que nous faisons, tout dépend des décisions que nous prenons et de la manière dont nous le prenons.
Il existe un certain nombre de circonstances ou de contraintes qui nous empêchent d'être totalement libres dans nos choix, en particulier lorsqu'il s'agit de questions économiques liées à la pauvreté, etc. Cependant, dans le cas de ces contraintes, nous pouvons prendre des mesures d'atténuation et d'adaptation qui peuvent réduire les risques. Et et cela est en réalité très important, car l'impact d'une catastrophe va bien au-delà des pertes en vie humaine, des blessures ou même des pertes économiques immédiates. Comme vous pouvez le voir ici, elle peut avoir des répercussions à beaucoup plus long terme et les pertes indirectes sont souvent plus importantes que les dommages immédiats. Nous pouvons donc réfléchir à la résilience aux catastrophes, non seulement à court terme, mais aussi à long terme et aux effets qu'elle peut avoir. Il existe de nombreux exemples dans le monde entier. Par exemple, le port de Kobe était le premier port du Japon avant le tremblement de terre de Kobe, mais après le tremblement de terre en Kobe, il est devenu le deuxième port, cédant sa place à Yokohama. Cette perte économique se produit donc encore aujourd'hui après tant d'années. Cela montre bien que les catastrophes peuvent avoir un impact majeur et aussi durable. The future is changing. Because of climate change, the frequency and intensity of hydrometeorological disasters is increasing. We are seeing new risks. For example, we just recently experienced the COVID-19 pandemic. We are seeing unchecked urbanization. More and more people are moving to urban areas for better livelihoods, better services. But this is overwhelming the cities, and they are not able to provide the services, nor are they able to provide the land and the livelihoods. So it is marginalizing people and increasing their vulnerability. And then, of course, there are the governance challenges which come along with this, including increasing poverty, lack of inclusion, lack of access to le various manque services, d'inclusion, le manque d'accès peut-être à des services et puis des écarts en termes de revenus. Voici donc autant d'éléments qui augmentent la vulnérabilité et par conséquent cela augmente les risques liés au caractère catastrophe. Si vous vous souvenez des premiers éléments que nous avons vus, il y a eu cette vulnérabilité qui a été exposée et tous ces éléments-là créent beaucoup de risques en termes de catastrophe. Alors, vous connaissez le cas de SNEDAI ainsi que les cibles mondiales concernant la cible concernant l'amélioration du gouvernement local et du gouvernement national avec des stratégies dans la réduction de la mortalité, etc. Et c'était l'accord qui a été signé en 2015 jusqu'en 2030. Donc, à moyen terme, autour de 2033, il y a eu une révision qui a été faite par tous les pays qui sont mis ensemble. Et comme vous le voyez, la plupart des cibles nous sommes dans une position précaire parce que le nombre de zones affectées, le nombre de pertes, et puis les perturbations concernant les infrastructures sensibles, et tous ces éléments-là vont être pris en compte. Et même ce que nous voyons en vert, ces éléments-là peuvent facilement être pris en compte dans les catastrophes. Et donc, nous ne souhaiterions pas faire preuve de complaisance. Et pendant la revue, les gouvernements nationaux ont indiqué que c'est au niveau local qu'il y a des écarts et c'est au niveau local qu'il y a beaucoup de défis à combler. Et cela se doit à ce que la compréhension, c'est que le gouvernement national a beaucoup de capacités, mais c'est le gouvernement local où tout le travail est abattu pour réduire l'exposition de vulnérabilité, les divers risques, mais également c'est à ce niveau-là que c'est là que les populations vivent et c'est là que les impacts là sont le plus sentis. Et donc, en ayant cela à l'esprit, il y a un grand ensemble de partenaires qui se sont mis en consortium pour
ce programme qu'on appelle la résilience 2030. Il s'agit d'un partenariat décennal qui va conduire jusqu'en 2030. Et il y a eu le cadre de Sendai qui donne une feuille de route à 3 étapes. Nous sommes, il y a les stades A, B et C, où les pays peuvent mieux connaître, mieux planifier et mieux mettre en œuvre. À l'évidence, il y a des villes qui peuvent se joindre à n'importe quelle étape. On n'en a pas besoin de se joindre à l'étape A parce que tout dépend de la maturité et des actions de résilience au niveau de la ville. Donc, une ville peut même être membre à l'étape C. Mais ce que cela fait, c'est que cela contribue à cibler un certain nombre d'outils, une certaine méthodologie, un certain niveau d'approche dans les villes. Cela fait également la promotion d'apprentissage entre les pairs à grande échelle, d'encourager les pays à échanger leur expérience en ce qui concerne les villes. Parce que ce que nous avons vu, c'est ce qui fonctionne le mieux lorsque les villes communiquent entre elles. Et puis, lorsque les villes communiquent entre elles, la menace commune dont l'on parle en termes de risque, c'est que les villes, alors lorsque nous parlons de villes, nous parlons de toutes les entités, toutes les instances régionales, les États, les provinces, etc. Il faut ajuster l'approche système. Donc, on doit comprendre que tout le système, au niveau d'une unité administrative, mais tous ces éléments-là sont liés les uns aux autres. Et donc, l'énergie, le transport, la sécurité publique, les soins de santé, voici autant de départements qui sont différents dans une unité administrative comme une ville, mais tous ces éléments-là sont interliés. Et un bon exemple, c'est le COVID, où nous avons vu quelque chose qui a commencé au niveau du département de la santé, qui devait être de la responsabilité du ressort du département de l'État. Et cela, progressivement, a eu un impact sur le transport, sur l'éducation, et cela a impacté le prix de l'énergie, il y a eu un impact sur la livraison de denrées alimentaires, la disponibilité des denrées alimentaires. Donc, cela a commencé à impacter tous les secteurs de tourisme, les moyens de subsistance. Cela a été impacté par le COVID. C'est pourquoi nous parlons de système et système. Ce qui signifie que cela n'est pas du ressort du département de gestion des urgences ou alors de la défense civile. Cela revient à chaque département au niveau du gouvernement et cela également est du ressort des parties prenantes, notamment du secteur privé et puis les universités, les ONG et j'en passe. So the MCR looks at or tries to break down. Alors, le MCR, nous allons essayer de répartir le concept de résidence en 10 secteurs, en 10 sessions que nous avons appelées les 10. Les 3 éléments qui concernent le gouvernement, l'organisation, l'identification des risques, et puis comment nous allons prendre en compte les finances. L'élément suivant, c'est les éléments concernant la planification, et donc les zones urbaines, la construction des zones urbaines, les systèmes marqués sur la nature, la capacité institutionnelle, la capacité sociale ainsi que les infrastructures. Et en fait de compte, il s'agit de la réponse et également le recouvrement. C'est mieux reconstruire ce qui s'est passé, voir comment les résultats peuvent être améliorés, ce qui fonctionne, ce qui a comment faire en sorte que ce qui s'est passé n'arrive pas. Et 10 éléments. Donc, la répartition du concept de résilience, ils ont réparti les divers cadres. Donc, où est-ce que nous allons especially through the tools which are linked to the 10 essentials, which are known as the scorecard. Many of you may be aware. Et c'est ce que nous appelons la fiche signalétique. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous, qui connaissent cela. Cette fiche signalétique tient lieu d'indication pour que nous puissions intervenir dans les divers départements de la ville. Vous pouvez regarder puis voir quels sont les indicateurs qui sont disponibles et puis voir ce qu'il y a lieu de faire. There are a number of scorecards du contenu de ces fiches signalétiques. Il y a également les
fiche signalétique détaillée et préliminaire. Le détail a le nombre maximal d'indicateurs et l'impression, c'est que tous les secteurs, il y a notamment les sous-secteurs des infrastructures critiques, notamment l'eau, l'électricité, ainsi que d'autres sociétés d'énergie, l'écoulement d'eau, le transport et la destruction des déchets, etc. Au-delà de cela, nous avons des fiches signalétiques pour des recherches beaucoup plus poussées. Si vous souhaiteriez avoir des unités sous-nationales qui souhaiteraient comprendre la résilience concernant quelques secteurs spécifiques. Donc, il y a par exemple un pour la santé publique, il y en a un pour les denrées alimentaires, pour l'héritage culturel, la résilience climatique, les questions sexo-spécifiques, les déplacements de population, la lettre précoce, et puis les systèmes d'éducation, la résilience, la chaleur extrême, les risques liés à l'utilisation des produits chimiques, et puis il y a un autre qui est en route concernant l'éducation. Voici donc cela, et puis vous allez voir qu'il y a moins d'indicateurs, donc cela peut se faire rapidement. Un gouvernement peut commencer l'aspect préliminaire et puis faire les détails, et puis après cela faire ou alors parfois il y a des détails par lesquels les gens commencent et puis après cela ils donnent les détails, puis alors ils vont directement à l'approfondissement. Ce sont des choses qui sont des choses très faciles à comprendre, très faciles à utiliser. Mais aujourd'hui, nous allons examiner l'élément concernant la chaleur extrême. Alors l'impact de la chaleur extrême, en fait, c'est une catastrophe silencieuse. Les impacts sont frappants. Vous allez voir des conditions détériorées, notamment le diabète, l'asthme et d'autres maladies. Et il y a une demi-million de morts, un demi-million de décès liés à la chaleur chaque année. Et ça, c'est grave. Et puis, la chaleur peut conduire à des incendies, à de la sécheresse, et nous voyons cela dans le monde chaque année en été, parce que la chaleur extrême a un impact qui devient de plus en plus extrémiste. En ayant donc à l'esprit cela, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel pour la lutte contre la chaleur extrême en juin 2024, surtout en mettant l'accent sur les populations vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, et puis ceux qui travaillent à l'extérieur, donc sous le soleil en été. Mais il y a également la manière de voir comment est-ce que cela a un impact sur les économies, comment est-ce que cela impacte les sociétés, et puis voir les solutions sur le court terme, par exemple des réponses à la chaleur extrême, mais également les solutions sur le long terme. C'est un peu comme une conception, une planification des pratiques de construction qui peuvent avoir un impact sur le long terme pour la chaleur extrême. En ayant cela à l'esprit, tous nos partenaires se sont mis en consortium pour mettre en place un paquet de gestion des ressources contre la chaleur extrême, qui est une compilation de bonnes pratiques. Et en prenant en compte civil, mais nous allons étendre cela à 30 villes et puis un certain nombre de recommandations pour le gouvernement local, la manière dont il pourrait examiner la gestion sur la gestion des risques de la chaleur extrême sur le groupe également supplémentaire. Et donc, je voudrais reconnaître que vous tous puissiez examiner ça. Les recommandations clés, c'est de voir comment on peut faire une évaluation des risques, avoir un point focal, faire un plan d'action contre la chaleur, sensibiliser et puis rechercher des solutions de refroidissement, aussi bien sur le court terme, mais également sur le long terme. Par exemple, il faut y avoir des corridors verts dans les villes, et puis plus de pratiques de construction, etc. Voici donc autant d'éléments qui, bien entendu, demandent des leaderships forts, et c'est à partir de là que tout pourra commencer. Alors, voici quelques ressources clés que je laisse, notamment les fiches signalétiques, ainsi que tous les autres éléments qui peuvent vous aider à mieux comprendre des questions concernant la résilience locale et puis la résilience à la chaleur. Me voici donc au terme de mon intervention. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Je vous remercie infiniment, Sanjay. Vous avez commencé par présenter le contexte clé
les concepts importants et puis graduellement, vous êtes arrivé au MCR 2030, vous avez mis l'accent sur la physique signalétique et puis vous avez, pour votre intervention, pas de recommandations pratiques en mettant l'accent sur la salle de l'extrême. Je vous remercie infiniment, Sandra, pour ça. Nous allons maintenant donner la parole pour la présentation suivante qui sera faite par Motarika, agent de programme au niveau de l'UNDA, basé en Corée du Sud. Vous avez la parole, Mike, pour votre intervention. Je vous remercie. J'espère que tout le monde arrive à voir mon écran et que vous m'entendez parfaitement. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir à tous les collègues qui participent dans mon intervention aujourd'hui. Je vais vous donner un approfondissement dans la compréhension de la résilience à la gestion de l'incendie extrême et comment est-ce que cela peut vous aider à améliorer l'aptitude à gérer, à analyser le progrès concernant la gestion des risques liés à la chaleur extrême au niveau du gouvernement et puis comment faire avancer les résultats pour que vous puissiez arriver à la mise à l'échelle. Alors, Chandler a déjà mentionné, il a déjà parlé de signalétique. Il y a plusieurs versions de la physique signalétique et ici, nous mettons l'accent sur la gestion des risques liés à la chaleur extrême. Alors, ce que cela fait, c'est que cela tient lieu d'outils d'auto-évaluation pour que les villes arrivent à suivre leur progrès en vue de voir ce qui a été fait en ce qui concerne la gestion des risques dans le domaine de l'extrême chaleur et puis arriver à identifier les priorités. Il s'agit essentiellement d'une compilation des questions à titre d'indicateur. Il y en a 18 et il y a tous les éléments qui sont essentiels dans ce domaine. Et puis, la question qui a émané des recommandations concernant le paquet des ressources telles que introduit. Ces recommandations ont été converties en 18 questions qui vont vous aider à améliorer la pensée. Concernant ce que l'État fait, ce qui manque, il faut penser à des aspects pratiques concernant la gestion des risques, aussi bien pour des solutions sur le court terme que sur le long terme. La question, c'est la mise en œuvre avec 3 milliards d'éléments possibles, les représentants qui représentent les niveaux élevés. Et puis, les 18 questions, il y a plusieurs éléments concernant la manière de rendre les villes résilientes et puis il y a également quelques questions qui mettent l'accent sur la manière dont les villes exécutent les plans d'action, les points focaux, la collaboration. Il y a également quelques questions concernant la compréhension des risques liés à la chaleur et puis la vulnérabilité liée à l'exposition pour les populations à risque, les questions concernant l'aptitude de financement et la capacité en la matière. Il y a également plusieurs autres questions autour des pratiques liées à la réduction de la chaleur, moyennant divers éléments en utilisant des solutions axées sur l'écosystème, tout en abordant également les questions capacitaires, les questions liées à la capacité sociale pour faire face aux questions de chaleur, tout en mettant en place des infrastructures. Et puis également quelques questions qui mettent l'accent sur la réponse à la chaleur extrême par des systèmes d'alerte précoce et puis les leçons apprises et puis comment se reprendre après cela. Et puis, la physique analytique est directe. Il y a eu des versions précédentes qui mettent l'accent. C'est pas une question. Il y a également la question de cette case exponentielle qui vous donne une description de ce qu'il faut rechercher, puis également la liste des réponses. Il y a 1, 2, 3 pour chaque question. Puis vous pouvez choisir la réponse adéquate pour représenter la situation la meilleure de ville dans laquelle vous faites l'évaluation. Puis il y a également beaucoup d'espaces de l'outil et vous pouvez également utiliser où vous allez donner des justifications, des éléments de preuve, des motifs pour lesquels vous avez donné telle ou telle note sur la base des indicateurs et puis arriver à identifier les actions éventuelles tout en mettant les institutions responsables et puis également réfléchir au délai de mise en œuvre. C'est un ensemble de questions pour que vous puissiez réfléchir, voir comment est-ce que les villes avancent et puis réfléchir à des actions proactives en vue de faire face aux actions capacitaires que vous aurez identifiées. Alors, nous allons maintenant examiner quelques questions. Alors ici, nous avons une question essentielle 1, question mettant l'accent sur le plan d'action chaleur. La question, c'est de savoir si le gouvernement a
un plan d'action contre la chaleur qui prenne en compte littéralement le niveau de préparation, la réponse à l'urgence, la réduction sur le long terme, et puis est-ce que cela fait partie du cadre du développement urbain. Et puis, vous avez le choix, vous pouvez choisir 0 si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de plan d'action au niveau de la ville, ou alors, si vous avez des actions liées à la chaleur, mais qui ne soient pas vraiment détaillées ou alors non consolidées, dans le cadre d'un plan d'action, non, vous utilisez un. Mais si le plan a un plan, si la ville a un plan d'action chaleur, mais c'est un plan qui n'est pas achevé, mais qui ne prend pas en compte la solution sur le court et le moyen terme, vous mettez 2. Vous pouvez noter 3 si la ville a un plan d'action détaillé de lutte contre la chaleur qui puisse prendre en compte toutes les mesures claires pour faire face aux solutions sur le court et moyen terme, un mécanisme de suivi d'évaluation, il y a des responsabilités claires, etc. En réfléchissant là, en lisant les options, vous pouvez réfléchir pour voir où se situe votre ville, quel est le niveau d'évolution de votre ville. Et si vous avez 0, ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Mais si vous notez 1, 2, 3, ça veut dire que la ville a commencé à faire quelque chose. Mais si vous n'avez pas le maximum, ça signifie que vous allez voir quelles pourraient être les lacunes de vos pratiques, les pratiques actuelles, et vous allez réfléchir à un certain nombre de mesures en vue de faire face à ces lacunes. Et donc, ces fonctionnalités qui ont été conçues à être utilisées par les autorités au niveau local, et parce que nous utilisons le mot ville dans une fonctionnalité qui ça des fins de stabilité pour voir ce qui pourrait être applicable au niveau des gouvernements, s'il y a une évaluation des villes, des États, des municipalités ou des districts, ou alors pour toute forme. Mais lorsque nous lisons les indicateurs, il y a des indicateurs. Surtout dans un contexte où nous sommes en train d'élargir la qualité de vie dans les diverses villes et dans un contexte régional. Au niveau des villes également, you will be able to find and see the opportunities of how you can et puis improve. vous allez également regarder les opportunités d'amélioration de tout cela à l'avenir. La fonctionnalité également n'a pas été conçue. Or one single agencies, because as you see that the questions are clustered along the 10 essential des éléments que nous pouvons mettre en place pour que les villes soient résilientes. La question, c'est qu'il y a tellement de sujets. Vous pourriez ne pas avoir toute la connaissance. Realistically. So the best way to apply the scorecard is actually through a multi-stakeholder workshop where the city mayors or the city leaders, senior management, il y a par exemple des endroits où les maires ou les leaders de la ville sont ces personnes qui disent pour le bénéfice des populations en utilisant tous les systèmes. Par exemple, il y a des représentations de tous les secteurs clés au niveau de la ville et puis également tous les autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte dans les discussions. Alors, pour s'assurer de ce que cela est inclusif, accessible, traduire toutes les classes analytiques, que cela soit facile pour que tout le monde puisse comprendre le contexte au niveau de la ville. Et puis parfois, nous encourageons l'utilisation de ces cadres pour des processus de planification réguliers parce que cela va vous aider. C'est un outil qui va vous aider à faire des analyses, analyser l'évolution de vos activités et vous allez pouvoir voir là où se situent vos faiblesses et vous allez pouvoir faire en sorte que certaines conclusions puissent entrer dans le cycle de votre planification et que vous allez l'utiliser pour la mise en œuvre. Et donc, vous allez, en fait, il est mieux de répéter cela quelques années après au niveau de votre cycle de planification. Et si vous l'utilisez dans la meilleure manière possible, en faisant intervenir toutes les parties prenantes dans les discussions, la fiche analytique va vous donner beaucoup d'avantages. Il s'agit notamment d'avoir des engagements avec toutes les parties prenantes. Ce sera pour se faire de manière conjointe et puis vous allez avoir une compréhension commune. Donc, littéralement, il s'agit d'un fait parce que tout le monde peut arriver à un accord et puis utiliser cela comme élément de base à titre d'information qui va déclencher davantage de prise de décision et puis cela peut justifier un plan d'action et cela peut améliorer la collaboration concernant la mise en œuvre conjointe des actions qui auront été identifiées. Et donc, voici le concept de la fiche analytique, quelques indicateurs simples et clairs en utilisant tout cela et puis cela peut utiliser cela pour une discussion.
Nous allons voir quelques exercices sur ces diapositives pour que vous puissiez pratiquer en regardant quelques indicateurs et puis pouvoir apprécier si vos pensées concernent la manière dont votre ville se porte. Puis il y a également certaines questions que nous pouvons avoir dans la fiche signalétique de salle de restreint. Et donc, si vous avez votre téléphone, vous pouvez scanner ce code QR. Alors, si vous utilisez votre ordinateur, vous pouvez simplement taper slido.com et puis l'on pourrait vous demander un mot de passe. Donc, dans ce cas, vous allez taper UNDR1 qui sera le mot de passe et puis vous allez arriver à cet exercice que nous allons faire. Nous avons beaucoup de participation à la présente formation et donc je crois que nous sommes au cours de 2000. Alors, nous allons vous demander de vouloir participer activement. Vous allez scanner le code QR et puis vous allez arriver à cette page. Alors, je commence à voir beaucoup de personnes qui sont en train de se joindre à cette activité. C'est formidable. Vous venez tous du monde entier, vous êtes de tous les endroits du monde. Alors, nous allons arriver maintenant à la deuxième. Il y a beaucoup de personnes. Tous ceux qui arrivent peuvent toujours scanner le code QR. Et donc, la première question que je voudrais vous poser ici, c'est une question qui vient d'un outil essentiel et prend en compte une compréhension des risques liés à la chaleur. Cette question met l'accent sur la compréhension des villes, de l'impact de la chaleur. À la question de ceci, est-ce qu'il y a eu une évaluation de l'impact potentiel de l'extrême chaleur dans plusieurs secteurs et de plusieurs populations? Vous pouvez choisir 0 s'il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite, 1 s'il y a eu quelques groupes de population qui ont fait une évaluation de l'impact, mais pas d'analyse officielle. Vous pouvez noter 2 s'il y a l'impact sur des secteurs de groupes de population qui ont été évalués et que les conclusions doivent être appliquées. Alors, vous pouvez noter 3 si l'évaluation a été faite en couvrant plusieurs secteurs de groupes à risque. Et puis, les divers outils, notamment l'indice de la chaleur qui est utilisé pour justifier les analyses, et puis arriver aux conclusions qui conduisent aux politiques et aux interventions. Alors, voyons. Alors, pour la plupart, vous avez répondu 1, 33%. Il y a également beaucoup d'autres participants qui ont noté 3, il y en a qui ont noté 0 ou 2. Alors, dans un environnement réel, alors imaginez que vous êtes dans le cadre d'un dialogue de parties prenantes dans cette finalité, vous allez voir une parité dans la notation parce que c'est un reflet de ce que vous connaissez mieux pour répondre aux questions. Parfois, nous n'avons pas non plus besoin de répondre si vous ne connaissez pas la réponse. Mais il est important, si vous avez la personne adéquate dans un atelier, vous pouvez créer cette conversation, demander les justifications. Pourquoi la ville doit noter 1 ou 2 et puis utiliser ce dialogue pour créer un accord consensuel et puis un accord pour la ville. Donc, disons que la 560 participants qui représentent la même ville. Si vous arrivez à donner une justification de la raison pour laquelle vous notez 1, dans ce cas, les 600 personnes peuvent être d'avis et arriver à un consensus sur le 1 pour que le 1 soit la note finale. C'est donc comment ça se fait dans un environnement ordinaire. Mais ici, nous allons filtrer les indicateurs pour que vous arriviez à voir davantage d'indicateurs. La question suivante parle d'infrastructures vertes du SS. Dans quelle mesure l'État met en œuvre et entretient des infrastructures vertes pour réduire l'exposition à la chaleur? Il peut y avoir des espaces verts ou des corridors verts. Vous pouvez avoir, si l'État a un plan, et puis s'il y a une mise en œuvre active de toutes ces villes, c'est ce que vous voyez à l'écran. Vous pouvez noter 2, attends, c'est 3. Vous pouvez noter 2 s'il y a des initiatives qui ne font pas encore partie de la coordination de la ville. Donc, les actions peuvent être bénéfiques à certaines parties, mais pas pour toutes les villes. Donc, pour noter 1, il peut y avoir des groupes pilotes, mais il n'y a pas d'intégration à
à toute la planification du système. Et puis, vous pouvez noter 0 si votre site n'a pas d'infrastructure. Et donc, vous allez voir, cette question, pour la plupart, vous avez donné la net 2. La note 2, peut-être que la ville s'en sort très bien si concerne les infrastructures. Si nous comparons cela à la première question concernant la compréhension de l'impact de la chaleur. La dernière question maintenant, qui est une question assez simple. La question numéro 9.1 est une question qui vient de la réponse d'urgence. Il s'agit des systèmes d'alerte précoce. La question, est-ce qu'il y a un système d'alerte précoce efficace en place qui puisse déclencher les actions de réponse dans le temps pour la population à risque? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. 3, si l'État a un système d'alerte précoce, la réponse est importante. Et puis, cela couvre toutes les populations pour qu'il y ait une bonne communication. Et puis, vous pouvez noter 2, si le système d'alerte précoce existe, mais le mécanisme peut être limité pour ne pas couvrir toutes les populations. Et puis, vous allez noter 1, s'il y a un système d'alerte précoce en place, éventuellement, dans le cas de projets pilotes qui ne soient pas entièrement liés à la réponse, ainsi qu'une communication réduite et tout le monde n'est pas pris en compte, et cela n'est pas cohérent. Alors, vous allez noter 0 s'il n'y a pas un système d'alerte précoce de manière spécifique. Encore une fois, c'est une question, vous pouvez dire, pour la plupart, oui, vous allez donner 2. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau d'évolution dans ce sens pour le système d'alerte précoce. Imaginez si vous avez répondu à toutes les Si vous avez questions. de nombreuses questions, par exemple 80 questions, alors vous pouvez très bien élaborer un tel graphe pour mieux visualiser les résultats de ces enquêtes. Nous pouvons aussi utiliser un fichier Excel à partir duquel nous pouvons générer un tel graphe. Un tel diagramme vous permet de mieux comparer les différentes questions essentielles de la question essentielle numéro 1 jusqu'à la question essentielle numéro 9. Alors, comment lire ce diagramme? Eh bien, on peut voir que d'abord, il y a le score maximum. Alors, par exemple, la question essentielle a 2 sous-questions et chaque sous-question a aussi un score maximum de 3. Ainsi, le score total de la question 1 est de 6 points. Donc, 6 points, c'est le score maximal. Par contre, la valeur appropriée, par exemple, la valeur violette de ce graphe est la réelle, est la valeur réelle. C'est pour cela que la note réelle est de 3 sur 6, environ 50%. Ensuite, vous pouvez donc voir à partir de ce diagramme que parfois la valeur violette est particulièrement élevée. Ça veut dire que c'est là où vous avez enregistré plus de progrès. Alors, dans d'autres domaines, vous avez enregistré plus de valeurs grises, donc ce sont vos points faibles. Ce diagramme nous permet donc d'évaluer le progrès enregistré par une ville. Cela pourrait être 20%, 30%, 80%. Cela vous permet également de mieux identifier les risques. Alors, en termes de réduction de chaleur et aussi de l'impact des risques, ce diagramme vous permet de mieux visualiser les progrès. Alors, par exemple, je crois que c'est la valeur question 10 que vous avez la note la moins élevée. Vous avez seulement 1 sur 3. Cette évaluation vous permet donc de voir vers quelle direction vous devez vous diriger. C'est le domaine gris. Concrètement, quelles sont donc les mesures à prendre si on souhaite corriger le tort? Comment inclure les différents facteurs dans le plan de réduction de chaleur? Vous avez donc au total des scores par question essentielle. Vous avez donc un score complet par ville et cela vous permet de mieux élaborer votre plan d'action et cela vous permet également de mieux prendre la décision. Donc, ça rend le processus de prise de décision beaucoup plus efficace. Ensuite,
Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, cet exemple porte sur l'Allemagne. Il utilise le système d'IA pour modéliser le système de chaleur au sein d'une ville. Alors, dans la ville de Fribourg, il essaie de savoir quelle est donc la zone la plus impactée par la chaleur. Ensuite, il souhaite informer les habitants locaux pour être mieux préparés. Et il faut donc construire un corridor écologique, comment planter des arbres, comment repérer les hotspots. Ce sont donc une carte particulièrement utile pour diriger les investissements. Cela permet aussi aux investissements d'être plus efficaces dans la lutte contre la chaleur en urbaine. Ensuite, un autre exemple porte sur la Colombie. Et aussi, ils ont mis en place un projet de corridor écologique vert. euh, En général, ils ont donc convaincu les habitants à se convertir en citoyens responsables. Ainsi, cela permet à la ville de convertir les jardins botaniques de la ville pour devenir un jardin pour tout le monde. Tout le monde donc doit venir une sorte de jardinier pour cette ville. Alors, au total, 75 citoyens issus de milieux défavorisés ont été formés par le jardin botanique pour devenir des jardiniers municipaux. Alors, un point très important, c'est que lorsque vous utilisez ce score dans votre ville, il faut faire attention au point suivant. D'abord, le tableau de bord ne sert pas à comparer les villes. Il ne s'agit pas d'une normalisation ou un benchmarking. N'utilisez pas ce score pour comparer les villes parce que la réalité varie beaucoup d'une ville à l'autre. C'est pour vos propres réflexions, pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez fait de bien pour votre propre ville. Cela vous permet de continuer dans la bonne voie de diriger les investissements dans la bonne branche pour améliorer. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas là pour faire le score pour comparer les différentes villes. Et aussi, pour être sûr que vous utilisez le résultat pour mieux élaborer votre plan d'action. Et pour finir, je vais également vous laisser les différentes références. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exercice de diagraphe. Merci, Metarika, c'était vraiment très intéressant. J'encourage tous les participants à participer à la foire en question. Je vois que certains participants ont déjà soumis leurs questions. Je vous encourage tous à poser des questions. N'hésitez pas. Nous allons répondre à vos questions dans la mesure du possible. Ensuite, passons à notre prochaine intervenant, Madame Daya Young, qui est chercheuse de l'Institut Incheon de la République de Corée du Sud. Donc, elle va parler également de l'application des innovations technologiques et aussi des analyses pour faciliter la décision dans la ville d'Incheon. Donc, Madame, vous avez la parole, s'il vous plaît. Hello everyone, my name is Taehyun. Bonjour And tout le I'm a monde, je researcher m'appelle at Tahayan, je suis chercheuse dans I'm l'Institut honored to be Incheon. C'est here un to grand share my honneur pour moi research with d'être parmi vous aujourd'hui pour everyone on partager the les résultats de board mes who are recherches working on avec vous disaster tous venus management. du monde entier In Korea, concernant le changement Nagono climatique. was quite Alors chilly, d'abord, but lately quelques the weather mots has sur been ma getting ville, much Incheon. warmer. Many Korean Jusque-là, il people faisait are relativement already worried frais, about mais how hot d'année en is année, la living. ville est de plus en Today, plus I would chaude. Il like fait de plus en plus to chaud talk dans la ville about heat d'Incheon. risk Donc, management in on Incheon parle and share how de, Incheon City is de lutte contre preparing les and how éventuels we are risques, comment building se new data préparer et driven comment pouvons-nous strategies utiliser les données to pour keep people diriger safe notre stratégie, pour protéger la everywhere. population locale et aussi pour lutter contre cette vague de chaleur. Let me give you a D'abord, un aperçu général de notre ville, la ville de Incheon is Incheon. a major city D'abord, in c'est l'une des Korea plus with grandes a villes coréennes population avec of une 3 million population people. de 3 millions The area d'habitants. size is Et la around superficie de la ville est de 1,000 square kilometers, which is slightly de larger than 1100 New York km City and carrés. similar Et c'est to l'équivalent Bangkok. de la ville de New York Incheon ou includes Bangkok. 10 local districts, Nous avons au total and 10 it's a arrondissements very diverse différents. city. Et It c'est has new aussi particulièrement towns, diversifié. Nous towns, avons des quartiers farming nouveaux and et fishing aussi les vieilles villages, villes et inland, aussi and even des îles industrial pour la towns. pêche et aussi nous avons des zones So each industrielles. area is Alors c'est très different. divers et varié et chaque Natural zone est risks très and différente. waves are C'est pour also cela que les different. risques For locaux ne example, sont pas les mêmes. seasonal Par heat waves exemple, in concernant la areas vague de where chaleur, industrial dans jobs certaines or zones workers are industrielles, tous at les high risk. ouvriers sont In à haut rural risque. towns, we
Alors, dans la vie des villes, ce sont des personnes âgées et qui sont également vulnérables à la chaleur. Alors, dans les quartiers nouveaux, eh bien, ce sont aussi des employés qui sont obligés de passer leur journée en plein air. Vous pouvez revoir que la chaleur est un problème pour tout le monde, pour n'importe qui dans la ville. Et tout le monde doit être protégé. Alors, que faire? Comment pouvons-nous lutter contre ces risques? Jusque-là, les autorités locales ont déjà utilisé les modèles traditionnels ou une sorte d'approche conventionnelle pour relever ce défi. Par exemple, quelles sont donc les méthodes à mettre en place en été? Ils peuvent euh, 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 quelles sont donc les zones d'abri pour les ouvriers en plein air et aussi comment limiter les décès à cause de la canicule et aussi comment fournir de l'aide aux populations qui ont vraiment besoin. Alors en 2025, l'Institut de Incheon et aussi les autorités de Incheon ont changé de méthode. Ils ont commencé à utiliser les données pour mieux diriger leur stratégie. C'est une stratégie aujourd'hui fondée sur les données. Ces données sont à la fois temporales, spatiales, donc cela nous permet d'être dans le bon endroit au bon moment. Alors, pour élaborer cette stratégie basée sur les données, nous avons besoin de données tout court. Et nous avons donc au total 3 stations pour recueillir les données climatiques et météorologiques tout au long de l'année. De nombreuses données météorologiques telles que la température, l'humidité sont recueillies. Mais le problème, c'est qu'à travers ces 3 stations, parfois les données ne sont pas homogènes. On a du mal à voir ce qui se passe dans la ville dans son entier. Alors, une analyse temporelle a tendance à long terme. Depuis 2020, la température augmente dans la ville de Incheon sans cesse. Et on peut voir que la température minimum la nuit augmente d'année en année. Aujourd'hui, parfois en hiver ou le soir, il fait encore plus chaud que dans la journée par le passé. En juin et en septembre, les températures maximales sont de plus en plus fréquentes. Et en juillet et en août, la température moyenne dépasse déjà la barre des 25 degrés. Même en dehors de l'été, dans d'autres saisons, les températures sont aussi très élevées et les températures atteignent leur maximum en général entre 13h et 17h dans la journée. La prochaine diapositive porte sur l'analyse spatiale. En Corée du Sud, de façon générale, nous avons un institut qui est en charge de la mise et l'intégration de ces différentes données spatiales pour élaborer une grille d'évaluation nous permettant d'analyser la situation. Par exemple, les températures, l'humidité sont autant de données qui font partie de ces différentes données spatiales et ces dernières sont particulièrement cruciales pour nous donner une idée sur la réalité locale. Alors ici, vous avez donc 2 cartes. Ce sont des indices de chaleur et aussi des critères d'évaluation. Par exemple, où on peut voir dans certaines périodes de l'année, le stress, la pression due à la chaleur est parfois beaucoup plus élevée qu'en d'autres mois de l'année, ce qui est inhabituel. Donc, nous devons identifier des zones soumises à un stress thermique particulièrement élevé. Ensuite, nous avons également classé les différentes populations en 4 catégories. D'abord, ce sont des personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Mais d'autres populations peuvent également être réduites en raison de leur situation. Par exemple, ce sont des enfants, les femmes enceintes, les soldats qui travaillent en plein air ou par des facteurs économiques qui sont obligés de travailler dehors ou encore en raison de leur métier. Certains font un métier pénible. Ce sont des ouvriers ou des livreurs. Et ces différentes données viennent de l'Institut KDCA. C'est l'Agence de prévention et de contrôle de la maladie de la Corée du Sud. Ce sont des données recueillies régulièrement.
la température de la ville d'Incheon augmente sans cesse, donc les personnes qui décèdent de la chaleur augmentent aussi d'année en année. Ainsi, faire dans les rues, dans les parcs, dans les plein air, et ce sont des zones qui méritent notre attention particulière. Alors, comment pouvons-nous combler le fossé entre les données et aussi la politique relative aux vagues de chaleur? D'abord, nous avons divisé la stratégie en deux parties. D'abord, il faut avoir une approche structurelle. D'abord, où se trouvent ces personnes vulnérables? Il est important d'identifier ces personnes prioritaires, par exemple les lieux prioritaires. En fait, on construit des infrastructures nécessaires. Ensuite, une autre méthode consiste au facteur temporel. Donc, quand les aides sont nécessaires et à qui? Quand est-ce que nous pouvons proposer des services et aussi quelles sont donc les aides dont ils ont besoin. Et cela permet donc d'avoir une aide ciblée. Donc, nous avons une approche à la fois composée de mesures d'atténuation. C'est à nous d'adapter notre méthode pour refléter la réalité. Alors, concrètement, concernant l'atténuation de la gestion des risques liés à la chaleur, nous avons aussi deux approches. La première est à court terme. Nous avons construit de nouvelles infrastructures, notamment des installations d'ombrage pour lutter contre la chaleur. Et c'est tout à fait faisable à court terme. Nous avons aussi préparé les pistes pour les piétons. En fait, à long terme, nous avons des projets qui s'étalent sur plusieurs années, notamment des projets d'écologisation urbaine et aussi d'éclairage naturel des cours d'eau. Cela permet de baisser la température de la ville dans son ensemble. Nous avons également établi ces différentes mesures partout dans la ville. Donc, ce n'est pas un projet ponctuel. Ce type de projet peut être multiplié dans différentes zones de la ville pour que les mesures soient cohérentes à l'échelle municipale. Ensuite, pour les populations, nous avons aussi des mesures d'adaptation. À court terme aussi, nous avons proposé des réfrigérateurs thérapeutiques avec des bouteilles d'eau fraîches et gratuites. Nous avons aussi créé des abris de nuit pour les habitants locaux. Alors, sur le long terme, nous avons aussi créé des réseaux locaux de soutien et suivi de la santé et de la sécurité pour les personnes vulnérables. Nous avons créé aussi des différentes politiques pour fournir de l'aide, notamment aux travailleurs qui sont tout le temps exposés au soleil. Pour conclure, nous avons fait des évaluations temporelles, spatiales et de la vulnérabilité intégrée afin d'établir une gestion stratégique des risques liés à la chaleur. Nous avons également discuté sur la mise en œuvre de ces nouvelles politiques stratégiques, tout comme ce que je vous ai dit. La plupart des autorités locales souhaitent apporter des ressources et aussi des moyens humains et financiers aux populations vulnérables, mais leurs moyens sont limités malheureusement. C'est pour cela qu'il faut donc dépenser de l'argent à bon escient, de façon ciblée. Voilà les voies à suivre, un cycle systématique avec une bonne base de données. Et je suis convaincue que ces données permettent de combler le fossé entre la réalité et aussi la politique. C'est de cette manière que nous pouvons rendre la vie de Incheon beaucoup plus rafraîchissante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Darian, pour votre présentation sur la ville de Incheon. Nous avons donc bien compris les liens entre les politiques et aussi les différentes sources d'appui. Et c'était vraiment impressionnant. Et merci encore pour votre exemple concret. Nous allons continuer avec des pratiques concrètes, cette fois-ci du Portugal. Je vais maintenant donner la parole à Luis Carvalho, qui est coordinateur de service municipal de protection civile de la ville d'Amadora, qui va également parler des mesures mises en place pour lutter contre la canicule au Portugal. Maintenant, je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Good afternoon, good morning, good night. Bon après-midi à vous tous.
Je vous remercie de me donner cette opportunité et merci aussi pour l'introduction par le modérateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de différentes pratiques que nous avons mises en place dans la ville de Amadora et comment nous avons géré cette chaleur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous présenter notre parcours. Ensuite, je vais vous présenter le Portugal de façon générale, des différents risques et aussi notre perspective pour l'avenir. Quelques mots sur notre ville Amadora. C'est aussi une ville relativement importante, avec une population de 171 000 habitants, qui est relativement grand par rapport à toute ville portugaise. De plus, nous avons beaucoup de défis à relever pour notre ville, car la population est relativement âgée. Il faut donc protéger les populations âgées et aussi jeunes dans notre ville. Nous avons au total 20 plus de 20% de population âgée et aussi les jeunes populations représentent moins de 15% de la ville locale. Alors, Amadora est une ville relativement complexe, même si ce n'est pas très grande. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes naturels. Par exemple, nous avons beaucoup d'urgences à gérer tous les jours. Chaque année, regardez le chiffre que je vous présente, nous avons quasiment 14 000 urgences à gérer. C'est beaucoup trop pour notre ville de cette taille. C'est pour cela que nous avons beaucoup de risques à faire face, notamment les inondations, les accidents de route et aussi les incendies urbains. Ce sont des risques les plus élevés. Nous avons aussi des risques moyens, notamment la canicule. Alors, comment pouvons-nous mieux gérer cette ville? Bon, je pense que pour n'importe quelle ville urbaine, c'est beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et nous avons aussi relevé ce défi. Alors, Amadora, d'abord, quelques mots sur notre parcours. Nous avons rejoint MSCR en 2010. Cela nous permet d'améliorer notre système de résilience face au changement climatique. Ensuite, nous avons également remporté le prix de modèle en 2016. Jusqu'en 2022, nous sommes même devenus un hub pour la résilience. Ici, c'est un calendrier de différents progrès que nous avons enregistrés de 2010 à 2022 et le modèle que nous avons gagné en 2016 était particulièrement important et il y a environ 2 ans, nous sommes même devenus un hub de résilience, comme je viens de vous dire. Vous pouvez voir que nos plusieurs pratiques que nous avons mises en place dans notre ville ont été reconnues par des pairs. Par exemple, notre meilleure pratique comprend le réseau des différentes parties prenantes. Et aussi, nous avons aussi beaucoup de mesures de sensibilisation, d'information pour la réduction des risques catastrophiques. Nous avons aussi dirigé les investissements vers les infrastructures pour renforcer la résilience de notre ville. Nous avons aussi analysé les différents éléments que notre ville a connus pour améliorer notre modèle de résilience. Tout comme ce que je vous dis, que vous avez en effet plusieurs pratiques qui méritent l'attention et notamment le réseau de résilience. Alors, comment nous gérons la vague de chaleur? D'abord, il faut comprendre quelle est notre vague de chaleur. Au Portugal, de façon générale, la vague de chaleur est plutôt un sujet courant. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre pays, on voit que la fréquence et aussi l'intensité de la vague de chaleur s'intensifie d'année en année au cours de ces 2 dernières décennies. Et en effet, nous avons au total 40 vagues de chaleur au cours de ces dernières années. C'était particulièrement marquant, et surtout en été, mais le problème, c'est que même en hiver, nous avons aussi enregistré des vagues de chaleur. C'était quand même pas habituel. En
2024, nous avons eu 2 vagues de chaleur en hiver. L'augmentation de la température est palpable tout au long de l'année. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu une période particulièrement critique, c'était en juillet et en août. Le Portugal faisait face à des températures particulièrement élevées avec de nombreux décès, pas moins de 1330. C'était particulièrement grave et c'est aussi du jamais vu depuis plusieurs décennies. Nous avons également enregistré des feux de forêt. Nous avons eu des accidents vasculaires chez les personnes âgées à cause de canicules. Les autorités locales ont donc pris le sujet des canicules très au sérieux. Nous avons notamment mis en place de nombreuses mesures en été et maintenant ces mesures sont même généralisées tout au long de l'année. Alors, revenons à la ville de Amadora. Le scénario local est le suivant. Au cours de ces dernières années, nous avons mesuré les différentes températures et on voit qu'au cours de ces 30 dernières années, 20 de ces différentes températures ont été plus élevées que la moyenne enregistrée dans l'histoire. Et aussi en 2024, l'année 2025 faisait également partie des 4 années les plus chaudes enregistrées dans l'histoire. La ville de Amadora visait donc à mettre en place toutes les mesures possibles pour répondre aux attentes des populations locales. On voit que la vague de chaleur est de plus en plus fréquente. Donc, c'est donc notre réalité sur le terrain. Alors, à partir de ce qui s'est passé l'année dernière, en 2025, nous avons enregistré 4 vagues de chaleur d'ampleur particulièrement importante. Nous avons enregistré 31 jours avec une température maximale dépassant la barre des 35 degrés. Nous avons aussi 15 jours avec une température minimale au-dessus de 20 degrés. Et au total, 18 alertes ont été signalées, touchant pas moins de 10 000 personnes vulnérables. Et 71 personnes ont péri à cause de la chaleur. La vague de chaleur affecte aujourd'hui presque chaque habitant de la ville d'Amadora. Afin de mieux comprendre la réalité dans cette ville, je vais vous montrer plus de graphes. Donc, le monde académique, la politique et aussi social ont tous lancé des enquêtes. Nous avons enregistré analysé les données enregistrées entre 1915 et 2021 pour comparer ces différentes données et on voit que la vulnérabilité est aujourd'hui tangible. Et c'est de cette manière que nous avons compris la teneur de ces défis à relever. Mais bien sûr, nous avons des solutions. Nous travaillons étroitement récemment avec les différentes agences, notamment les agences pour les réponses urgentes pour une meilleure adaptation à la nouvelle réalité. Amadora est intégré dans son urbanisme des nouvelles mesures urgentes et médicales pour être sûr que le développement de la ville réponde aux besoins et aussi aux objectifs de résilience vis-à-vis de la chaleur urbaine. Le maire local de la ville d'Amadora prend très au sérieux le sujet du canicule pour l'intégrer dans son plan de développement. Ça, c'est le premier point. Donc, l'urbanisme comprend aujourd'hui le facteur de la chaleur. Deuxièmement, des efforts communs de protection pour les populations à risque. Les parties prenantes clés, notamment la Croix-Rouge, la police locale et aussi le service social, travaillent main dans la main pour créer une couverture de plus en plus étendue pour les personnes âgées et aussi les SDF. Notamment en été, le service social et aussi de santé mène une visite 2 fois par semaine chez 3 000 voire 4 000 foyers pour être sûr que les soutiens et aussi les informations sont accessibles pour cette population vulnérable en cas de canicule. Ensuite, la troisième mesure, c'est un système d'alerte via texto pour une alerte à temps pour
une aide opportune. Alors, la ville d'Amadora a en effet mis en place donc ce système pour une alerte précoce. Et c'est un outil accessible à tous les résidents de la ville. Cela permet donc de promouvoir la sécurité publique. Alors, nous avons également mis en place d'autres mesures concrètes. Quelles sont donc les mesures que nous sommes en train de faire? Par exemple, d'abord des séances d'initiation. C'est le maire qui a initié ces différentes séances de sensibilisation pour les services publics concernant les dangers du canicule dans la ville d'Amadora. Je souhaite aussi souligner un point très important, c'est les alertes et aussi les recommandations pour les habitants locaux. Et nous travaillons aussi étroitement avec le service municipal de protection civile et aussi d'autres instituts, notamment l'Institut météorologique, l'Institut national pour la protection civile et aussi le service de santé pour traduire les différentes politiques de santé en réalité sur le terrain. Nous avons également un lien. Si vous cliquez dessus, vous pouvez recevoir plus de recommandations. Ce sont des conseils à suivre en cas de canicule. Eh bien, afin de mieux comprendre la dynamique de notre système que Amadora est en train d'utiliser, et entre juin et entre 2024 et 2026, nous avons atteint une population d'au moins 1 million d'habitants pour sensibiliser sur les dangers du canicule. Ce sont des affiches de cette campagne de sensibilisation. Nous avons également lobbyé sur les différentes solutions à mettre en place, à vraiment éviter les feux ou en cas d'incendie, que faire. C'est un grand réseau tout à fait efficace pour proposer de l'aide aux populations vulnérables. Nous avons aussi créé des vidéos, en plus de ces affichages, comme outil principal de notre campagne. Je vous le montre. Esteja informado. Receba os avisos meteorológicos e alertas da Proteção Civil. Envie um SMS com o seu nome para 927 829 700. Serviço gratuito. Voilà notre message aux personnes qui sont inscrites à notre campagne de sensibilisation. L'objectif est simple, c'est un plan d'urgence en cas de canicule. Par ailleurs, la municipalité locale travaille également sur les mesures beaucoup plus concrètes. Dans les années à venir, nous avons également des exemples concrets. Comment mesurer la population la plus vulnérable, la plus exposée aux canicules et comment proposer un abri pour cette population. Ce sont des mesures beaucoup plus concrètes d'un niveau de gestion micro. L'objectif est d'améliorer notre système de protection de ces populations. On souhaite que toutes les populations de la ville d'Andorra puissent bénéficier de l'aide, notamment les infrastructures, par exemple l'abri ou des mesures ou des systèmes d'alerte. Nous avons travaillé étroitement avec toutes les parties prenantes des différents services publics pour renforcer cette protection, que ce soit les pompiers, la Croix-Rouge ou le service social et bien d'autres. Nous avons quand même beaucoup de défis à relever. Par exemple, certaines mesures n'ont pas été particulièrement efficaces comme on voulait. Pourquoi? Parce que cette mesure font face à des défis de communication. Nous avons mis en place quelques mesures qui sont en cours, notamment un système d'alerte précoce, son déploiement est encore, son déploiement à grande échelle est encore en cours. Nous travaillons avec les autorités locales pour étendre ce réseau d'alerte précoce. Nous avons aussi travaillé avec d'autres entités qui sont éventuellement impliquées dans la protection des populations.
L'objectif est de proposer de l'aide aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, nous avons également pris des mesures de surveillance sociale vis-à-vis des populations vulnérables. Donc, nous sommes en train de prendre des mesures, mais nous avons besoin de plus d'actions. Put more investment on this. Try to go door by door. Pour essayer de voir tout ce qui se fait, par exemple les questions liées à la population, les questions concernant la pauvreté, tout ce qui concerne les solutions écologiques. Je crois que tout cela est important pour que nous puissions demander aux investisseurs d'intervenir pour réduire les effets de la chaleur. Nous savons que nous avons beaucoup de difficultés en ce qui concerne la communication des risques. Par exemple, Tramadoura a le système d'alerte précoce, mais nous savons que cela ne suffit pas. Cette information concernant la communication des risques est pertinente rien que pour avoir une bonne perception des risques que nous avons avec le changement climatique. Il faut donc que nous puissions faire davantage pour que nous puissions être mieux préparés en ce qui concerne les citoyens. Et puis, nous aurons besoin de beaucoup d'investissements concernant l'aspect technique et puis les ressources logistiques que nous avons, les premiers mécanismes, les systèmes d'alerte précoce, les diverses campagnes que nous allons faire, et puis tous les éléments concernant l'impact. Alors, je voudrais conclure, et je crois que nous pouvons surmonter cela, l'importance de la fiche signalétique. Amadora a achevé 2 fois la fiche signalétique, et puis je crois que c'était important pour que nous puissions comprendre les écarts, par exemple les éléments que Amadora a montrés en bleu concernant les méthodes de résilience. Et donc, je suis entièrement d'accord que les fiches signalétiques sont des outils importants qui puissent inclure nos éléments concernant la résilience et faire en sorte que nous puissions arriver à une bonne gestion des ressources. Et puis pour Amadora, cela a été utile pour améliorer nos solutions sur ce point. Alors, je vous remercie infiniment. Merci pour votre aimable attention et je suis disponible pour répondre à vos éventuelles questions et pour les perspectives. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, Louis, pour votre brillante présentation. J'ai noté qu'il y a plusieurs points clés. La présentation de Intia, notamment la protection des personnes les plus vulnérables, le besoin de bonnes données, les politiques axées sur les données, etc. Il y a un certain nombre de questions dans la session des questions-réponses. Je vais vous encourager, ainsi que les autres présentateurs, à y jeter un œil pour que vous puissiez répondre par écrit. Nous allons maintenant donner la parole au dernier question présentateur en Genève qui va nous parler du cadre de gouvernance des risques liés à la chaleur extrême. Alors, vous avez la parole pour votre présentation. Je vous remercie et merci à Luis, merci à tous les premiers intervenants pour votre d'aller de l'avant dans toutes les activités que nous faisons. Surtout dans ce que nous faisons pour cette question de chaleur extrême. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour partager ce temps. Je me réjouis de vous présenter certains éléments, les travaux que nous avons faits au niveau des divers échelles, au niveau des divers contextes, et comment nous pouvons commencer à aborder l'une des tendances les plus importantes au niveau social. Et comme vous l'avez entendu au niveau des autres collègues, il s'agit d'une crise systémique qui déjà dérange les fonctions économiques et sociales des villes, des pays, que ce soit des pays développés ou non développés. Et cela est déjà une réalité pour tellement de pays. La chaleur extrême va simplement s'intensifier et cascader davantage de fonctionnalités concernant les systèmes sociaux, écologiques et technologiques, ce qui fait que l'économie de l'agriculture, les éléments structurels vont être impactés, les éléments dans l'éducation, le système de l'énergie, les réseaux de transport, les systèmes agricoles. Cela menace les moyens de subsistance ainsi que le système d'appui dont nous dépendons en tant qu'écosystème. Ce sont des éléments qui sont fondamentalement importants. Avec cela, c'est une invitation
Il s'agit de quelque chose que nous ne saurions éviter. Ce sont des impératifs que nous devons avoir, des cadres temporels concernant la manière dont nous comprenons dans nos recherches de réduction de cette chaleur extrême avant que tout le monde y passe. Cela émane de cette générale des Nations Unies identifier l'extrême chaleur comme l'une de ses 3 priorités dans les questions climatiques dans le cadre de son dernier mandat et demande une action urgente coordonnée par les autorités nationales et régionales, par les financiers, les investisseurs ainsi que par la communauté internationale pour que nous puissions arriver à une action coordonnée au niveau des divers secteurs. Tel que nous l'avons indiqué de manière explicite, il y a une soustraction qui doit aller de pair avec la prévention et l'atténuation également, et avec l'adaptation, la préparation et la réponse, si nous devons arriver à la résilience. Et il y a l'un des éléments les plus importants qui concerne nos diverses sociétés. Tout à l'heure, nous avons entendu Luis et leurs collègues qui en ont parlé dans les villes, dans les écoles, dans les diverses communautés. Il y a un domaine qui est à l'avant-garde pour lutter contre cette question de chaleur extrême. C'est justement la communauté qui a la santé et l'environnement, faire en sorte que nous puissions réduire la charge de la mobilité et la mortalité à la chaleur. Et depuis plusieurs années de travail par les autorités nationales et internationales et par la communauté des experts, il y a la réalisation concernant la nature systémique de la chaleur extrême. Cela demande plusieurs approches. Une approche qui demande aux décideurs de faire face aux réalités multiples concernant la création des risques et la propagation des risques liés à l'extrême chaleur. Ce sont des éléments sous-jacents et la cause profonde de cela. Prévention, atténuation de tous ces risques avant que cela ne se manifeste en tant que choc. Les États et les villes connaissent le besoin d'approches disciplinaires, mais cela va de pair avec les mécanismes d'État qui préviennent ces approches. Il y a un appel à la résistance. Et tous ces cadres, tous ces éléments-là donnent une seule réponse. Il y a les centres de travail impulsés par les experts, les experts énergie, transport, tous ces éléments. Et puis, un élément important, c'est les investisseurs, le secteur privé, ainsi que l'université et la société civile. Tout cela fait partenariat avec l'Organisation météorologique du monde et puis également le réseau d'information sur la chaleur. C'est un module qui a été conçu pour accélérer la préparation de la gouvernance pour cet appui qui aide les pays et les autorités à mettre en place toutes ces structures pour que nous puissions avoir une coordination multisectorielle de la prise de décision. Et puis, en deuxième lieu, il s'agit pour nous de renforcer la préparation multisectorielle, la redevabilité. Et en troisième lieu, il s'agit de procéder à un investissement pour que nous puissions être en mesure d'accélérer les fonctions et la résilience. L'approche, c'est de faire ce catalyseur des investissements au niveau de divers secteurs, la discipline, tous les éléments qui sont requis, que nous puissions prévenir et réduire le mal causé par la chaleur extrême et puis les activités économiques qui sont perdues et puis toutes les infrastructures et les écosystèmes. Alors, l'objectif de l'outil, de la boîte à outils, et puis il s'agit pour nous d'évaluer, d'identifier les actions clés en termes de gouvernance des risques, et puis tous les éléments concernant les risques pour le secteur privé et pour le secteur public. L'intention, c'est de promouvoir une adaptation des leaders politiques, un certain nombre de leaders et d'institutions qui vont travailler de manière coordonnée pour s'assurer de sa visibilité et de cette redevabilité. Et autonomiser, renforcer les compétences de toutes les personnes pour que nous puissions arriver à une bonne situation. Puis, donner cette valeur stratégique pour que nous puissions faire face aux écarts et puis donner la possibilité d'avoir un impact dans la protection
de la santé, l'agriculture, la stabilité économique et puis le contexte climatique. Tous ces modèles mettent l'accent sur les instances nationales, internationales, et puis cela se veut un élément catalyseur pour le financement de l'investissement. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a trois composants fondamentaux concernant les outils que nous utilisons. En premier lieu, il s'agit de ce modèle de maturité concernant l'évaluation, les notes de la maturité au niveau des les cinq dimensions de gouvernance, de reconnaissance, le leadership, les diverses réponses que nous donnons, les ressources et la collaboration. Et puis, l'objectif, c'est de développer des cartes de maturité, tout en identifiant les lacunes en la matière. À partir de là, nous entrons dans l'opérationnalisation des risques. Il y a également ce cycle de gouvernance concernant la demande, un apprentissage appuyé par des fonctions analytiques essentielles qui vont de pair avec une telle étape. Chaque composant de la deuxième, dont les acteurs subissent la pression sociale, comment est-ce que nous pouvons arriver à des stratégies coordonnées, des interventions concrètes ainsi que les personnes et des autres instances pour que le public puisse s'en sortir et puis faire en sorte qu'il y ait de l'investissement que nous allons utiliser dans le cadre de tout ça. Et puis voir une externalisation pour que nous arrivions à la troisième étape. Et je suis sûr que pour la plupart, vous avez déjà fait cette grande étape. Mais il s'agit d'un composant d'action composé de 9 éléments. Il s'agit d'abord de marquer et de mettre à contribution toutes les parties prenantes du public. En deuxième lieu, définir les risques de chaleur et puis une manifestation au niveau des disciplines, des domaines et tous les secteurs. Il y a également l'évaluation de vulnérabilité. Donc, cette cartographie qui est faite. Et puis, en quatrième lieu, coordination, 5 prévention, atténuation, sur une planification sur le long terme, et puis intégration, et puis 7 préparation au niveau d'un certain nombre d'aspects, et puis 8 l'aspect réponse, et puis 9 arriver à cet impact pour que nous puissions arriver à un impact sur le long terme. Et le processus, encore une fois, il faut réitérer tout ce qui vient d'une discipline théorique. Cela vient de l'expérience nationale et sous-nationale pour que nous essayions de comprendre les impératifs fondamentaux pour que nous puissions arriver à une prise de décision dans le domaine de l'action. Et puis, il y a beaucoup d'expériences qui ont été consenties par diverses institutions. Il y a des pressions d'ensemble, notamment une harmonisée dans des cadres nationaux et municipaux, et puis des règles et stabilités claires, des mécanismes de financement durable, des plans qui existent, et des infrastructures, une coordination multisectorielle, et puis une matrice à la matière. Alors, ici, c'est un certain nombre d'outils qui font partie de la première phase, faire en sorte que nous puissions arriver à l'étape 2. Il s'agit de l'institutionnalisation qui donne lieu à un alignement des politiques sur le long terme et puis également davantage d'investissements pour que nous arrivions à de bonnes définitions. Et cela va prendre en compte une collaboration beaucoup plus élargie et l'engagement de plusieurs autres parties prenantes pour l'assistance technique, pour la création de fonctions communes intégrées. Je voudrais conclure en disant que les services d'information, les mécanismes que nous mentionnons, les plans d'investissement, les risques financiers, l'appui législatif et puis les paquets de politique, ainsi que la consultation du public. Alors, je vais conclure et je me réjouis de prendre d'éventuelles questions. Et je vais indiquer que c'est un projet qui s'applique à un certain nombre de pays, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, et ensemble avec les investisseurs étatiques et avec tout le monde. L'intention, c'est de mettre à l'échelle et puis d'élargir cette demande dans le monde. Nous avons reçu un certain nombre de manifestations d'intérêt de plusieurs endroits et nous invitons
plusieurs appels dans le cadre de cette formation à arriver à quelque chose de nouveau. Je pensais que votre institution, c'est votre contexte, souhaiterait expérimenter cela. Cette première phase de fondation, c'est la première année de planification. Nous avons donc établi la ligne de base de gouvernance des villes. Ça veut dire faire en sorte que le leadership nous aide à identifier les actions prioritaires à des fins d'investissement. Est-ce que vous voyez ici? C'est un bref récapitulatif de l'approche qui est aujourd'hui appliquée. Il y a donc des aspects de mise en place du projet tel que conçu et la planification qui va conduire à une bonne gouvernance et puis à une institution d'évaluation pour que nous puissions réviser les alertes précoces et les autres seuils et puis pour un processus de mise à portée de validation pour qu'il y ait une assimilation au niveau du gouvernement qui va faire en sorte d'arriver à l'identification des priorités pour de l'investissement à l'action et une planification de la phase 2 de manière fondamentale, et cela ne serait fonctionner sauf si vous vous appropriez vos autorités municipales, autorités nationales et locales, pour que nous arrivions à une intégration efficace et authentique. Nous allons avoir des feedbacks en temps réel pour que nous puissions travailler avec toutes les parties prenantes pour que ce travail soit élargi au niveau local et puis travailler avec tous les autres partenaires dans l'optique de renforcer les connaissances, améliorer l'action de l'État et puis en fin de compte faire en sorte qu'il y ait un investissement public-privé pour bâtir une résilience intersectorielle. Je vous remercie. Je vous remercie, Marc, de votre intervention cohérente et surtout merci d'avoir mis l'accent sur ce point en bonne gouvernance. Et puis, ce sont les éléments sur lesquels nous allons revenir. Voici donc la dernière présentation d'aujourd'hui. Nous allons faire un petit quiz par notre collègue Marc de l'UNDA qui va voir combien vous avez appelé aujourd'hui pendant la session. Donc, vous avez la parole, Marc. Je vous remercie infiniment, Av. J'espère que tout le monde arrive à voir mon écran. Alors, nous allons faire ce petit test, ce petit exercice. Nous avons 4 questions pour vous, 4 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Et encore une fois, je vais vous demander de vous connecter à slido.com. Alors, il n'y a pas de note, c'est juste pour voir si vous avez ce que vous avez reçu, ce que vous avez retenu de l'information. Donc, vous allez scanner le code QR et puis, si l'on vous demande un code tapé UNDAA2. Donc, dans chaque question, nous avons tous les éléments qui vont pour répondre correctement aux questions et puis répondre rapidement. Donc, je vais attendre quelques secondes pour que plusieurs d'entre vous se connectent avant que je ne commence à poser les questions. Très bien, je crois que nous avons un certain nombre. Alors, si vous êtes prêts, nous allons passer à la question 1 maintenant. Vrai ou faux? La réduction des risques liés aux catastrophes est du ressort des agences d'urgence. Vrai ou faux? Des seules agences. Vrai ou faux? Je vous donne encore un peu plus de temps pour que vous puissiez répondre à cette question. 400 personnes ont déjà répondu. Très bien. Alors, voyons la réponse. La plupart, vous avez trouvé, cela n'est pas du seul ressort des équipes d'urgence. La réduction de catastrophes est également du ressort de tout le monde. Et vous voyez au niveau du Conseil de Tennessee, surtout la résilience sectorielle, cela prend en compte tout le monde au niveau des villes, pas uniquement l'État, mais toutes les parties prenantes. Question 2. Vous voyez vos noms à l'écran. Deuxième question, vrai ou faux? Gestion efficace de la chaleur extrême doit combiner les mesures de réponse immédiate avec également des décisions de planification sur le long terme. Vrai ou faux? Voyons les réponses.
La plupart, vous avez donné la bonne réponse. Bonne gestion des risques ne doit pas uniquement mettre l'accent sur les mécanismes, mais il faut prendre en compte la réduction des risques sur la planification sur le long terme et la décision d'investissement pour que cela prenne en compte l'impact immédiat sur le long terme. Alors, voyons ce qui a changé, ça a un peu changé, mais vous vous en sortez très bien dans la rapidité. Troisième question maintenant. Alors, c'est une question à choix multiple. Laquelle de ces trois fenêtres est mieux placée comme bonne gestion de chaleur extrême? Ouvrir des centres temporaires de rafraîchissement en période de canicule, utiliser les données des risques pour améliorer les normes et reconstituer des paysages urbains. Et puis trois, émettre des alertes précoces quelques jours avant, au quatrième élément, distribuer des bouteilles d'eau pendant les jours de chaleur. Alors, nous allons voir la réponse. Oui, pour la plupart, vous avez toujours bien trouvé. Alors, oui, les données liées au risque, mettre en place des normes, travailler sur l'un des exemples concernant l'approche sur le long terme de gestion des risques liés à la chaleur extrême. Alors, voyons. Oui, je lance encore la balle. Dernière question. Nous sommes prêts. Alors, c'est également une question à choix multiple. Comment est-ce que la prévision de la décision aide à lutter contre les risques? 1, aider à identifier les écarts et les priorités d'action. 2, en utilisant un dialogue multipartie prenante, et puis avoir une compréhension partagée, et puis en troisième lieu, en créant une ligne de référence pour la prise de décision. Au quatrième élément, toutes ces réponses sont correctes. Voyons la réponse que vous avez donnée. Oui, pour plus tard, vous avez bien trouvé. Toutes ces réponses sont correctes. Cela tient lieu d'outils d'évaluation, donner la ligne de référence, et puis créer une bonne compréhension, un dialogue, et puis arriver à une bonne prise de décision sur la gestion des risques. Alors, félicitations à tout le monde. Je suis sûr que vous avez tout trouvé, même si tout n'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas grave. C'est également une session d'apprentissage et je suis sûr que vous avez compris ces messages comme étant des éléments que vous allez retenir. Je vous remercie infiniment. Je vous passe la parole à vous. Merci Yamal, félicitations à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est vrai que la question devient difficile. Nous voici donc au terme de cette première session. Je ne serai pas en mesure de récapituler tout ce qui a été dit, mais je voudrais simplement dire que les défis que nous connaissons, c'est que beaucoup plus de villes et de pays aujourd'hui sont confrontés à des risques élevés en termes de climat et de catastrophes, notamment la chaleur extrême. La bonne nouvelle, ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques exemples à partir desquels nous pouvons apprendre. Il y a des outils, des cadres que nous pourrions demander et appliquer pour que nous puissions bâtir de la confiance, de la résilience, même au niveau local. Nous allons donc revenir sur ces éléments dans les sessions à venir. La session 2 dans cette série va se tenir dans une semaine, le mercredi 6 mai à la même heure, sous l'impulsion de PAO. Nous allons mettre l'accent sur les renseignements géospatials pour la prise de décision concernant les urgences sanitaires. Nous allons donc attendre davantage sur les nouveaux outils, utiliser des exemples. Before that second session, you should all be receiving a broadcast message from Zoom with information about how to log on. Des informations concernant la manière de se connecter, tout cela sera pourvu, et puis la date de la session suivante. Je vais également vous rappeler ce que vous voyez à l'écran, là où tous les documents de ressources de la session sont postés. Alors, cela dit, je vous remercie tous pour votre aimable participation active et nous allons nous retrouver également en ligne pour les sessions de 3-4 dans cette série. Et puis, merci également à tous les causes organisateurs. Merci pour votre engagement. Merci pour votre temps et à nous revoir dans une semaine. Au revoir.